Je m'appelle Sophia Grace Harland. Du moins, c'est le nom que j'ai toujours porté. J'avais 32 ans et je le ressentais pleinement, assise sur une chaise en plastique qui collait à mon jean, dans l'air humide de ce centre commercial délabré de Springfield, dans le Missouri. La salle d'attente empestait le café rassis et les rêves fanés, et la lumière des néons vacillait juste assez pour donner mal à la tête. Je serrais contre moi mon sac à main usé, celui dont la bandoulière était effilochée après des années de travail en entrepôt, et je fixais le sol en lino marqué par d'innombrables pas. Dans mon portefeuille, mes 47 derniers dollars étaient pliés comme une reddition silencieuse. Si vous êtes déjà entré dans un endroit pareil, ravalant votre fierté pour demander de l'aide, vous connaissez peut-être cette boule dans la poitrine, celle qui murmure « Tu n'es pas censé avoir besoin de ça ». J'avais bâti ma vie sur le principe de n'avoir besoin de personne. Pas après l'éducation que j'avais reçue. Mais un accident de manutention au centre de distribution, quelques mois auparavant, m'avait déchiré l'épaule, et avec les licenciements qui ont suivi, les frais médicaux avaient englouti mes économies à une vitesse fulgurante. Pour la première fois, je ne pouvais plus supporter la douleur par le travail. La réceptionniste, Madame Elena Torres, avait un regard bienveillant dissimulé derrière ses lunettes à double foyer, mais son visage s'est flétri tandis qu'elle fixait son écran. « Mademoiselle Aron », dit-elle d'une voix à peine audible, comme si elle craignait que ces mots ne brisent quelque chose de fragile. « D'après ces informations, vous êtes décédée alors que vous étiez encore une petite fille. » Un instant, le temps d'un instant, sembla vaciller. Ou peut-être était-ce simplement moi qui agrippais le bord de son bureau. J'ai du mal à entendre. Ce n'est pas possible. Je maîtrisais mes mains calleuses, marquées par des années à emballer des cartons et à soulever des palettes, en tremblant légèrement. J'utilise ce numéro de sécurité sociale depuis mon premier emploi après le lycée. Elle se remit à taper, plus lentement cette fois, ses doigts hésitants sur les touches. Le bourdonnement du bureau s'estompa, suivi de la sonnerie lointaine d'un téléphone et du froissement de papier sur d'autres bureaux. Les gens dans la salle d'attente s'agitaient, mais leur monde continuait de tourner tandis que le mien s'était figé. Madame Torres leva les yeux, puis les détourna, attrapant son téléphone d'une main tremblante. Je sentais encore le fantôme de la voix de mon beau-père résonner dans ma tête, comme toujours dans ces moments de calme. « Tu n'es pas de mon sang », disait-il, ces mots tombant comme des cailloux sur l'eau calme. « Tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. » Ma mère avait épousé Ron Whittaker quand j'avais environ 8 ans, 2 ans après la mort supposée de mon père, James Harland, dans cet accident de chariot élévateur dans l'entrepôt. Ron travaillait comme superviseur à la centrale électrique locale, un travail d'études, une maison d'études dans un quartier résidentiel de la banlieue de Kansas City, avec un petit jardin entouré d'un grillage. Pour elle, il devait représenter la stabilité après avoir survécu tant bien que mal dans notre minuscule appartement. Mais pour moi, c'était un homme qui comptait chaque bouche supplémentaire à nourrir. Dès le départ, il a tracé des limites que je ne pouvais pas franchir. Sa fille, ma demi-sœur Madison, de 2 ans ma cadette, avait droit aux cours de danse au centre communautaire, aux robes neuves des magasins d'usine, aux soirées pyjama où les rires résonnaient dans toute la maison. Moi, j'avais droit à des trouvailles de friperie qui n'allaient jamais vraiment, et à des anniversaires marqués par une simple bougie dans un cupcake acheté en magasin, mangé seul à la table de la cuisine pendant que la télévision ronronnait dans le salon. Les ressources sont limitées, marmonnait Ron quand je lui demandais pourquoi. Il faut s'occuper de la famille d'abord. Le message m'a profondément marqué. Je n'étais pas de la famille. J'étais le vestige de l'ancienne vie de ma mère. Tolérée, mais jamais vraiment désirée. À l'époque, ma grand-mère, Evelyn Harland, que je croyais être la mère de mon père, essayait de se faire une place dans mon monde. Elle appelait le week-end depuis son petit bungalow à quelques heures de route, sa voix chaude comme du pain frais au téléphone. « Viens passer l'été, ma chérie », disait-elle, en envoyant des cartes avec un billet de 10 $ glissé dedans. Mais Ron trouvait toujours des excuses. « Il faut que cette fille apprenne à être responsable », disait-il à ma mère. « Tu ne peux pas t'enfuir à chaque fois que ça se complique. » Alors, au lieu de passer des journées tranquilles avec Evelyn, je passais l'été à remplir les rayons de l'épicerie du coin, empochant le moindre sou. Ron n'a jamais touché à mes gains. Je lui reconnais ça. Mais il tenait à ce que je sache que chaque bouchée du dîner, chaque nuit sous son toit, était une faveur que je ne méritais pas. Ma mère, Diane, dépérissait un peu plus chaque année. Elle avait été si rayonnante autrefois, du moins c'est ce que j'imaginais d'après les quelques photos jaunies que nous avions, où on la voyait rire dans une robe d'été, les bras autour d'un homme dont je me souvenais à peine. Mais après Ron, elle était devenue une ombre,
se déplaçant dans la maison comme si elle avait peur de prendre de la place. Parfois, elle me serrait trop fort dans ses bras, le souffle coupé, comme si elle risquait de me perdre. Mais quand les mots de Ron me blessaient profondément, elle se contentait de tordre son torchon et de détourner le regard. Madison essayait d'adoucir les choses. Elle me filait la moitié de son dessert sous la table ou m'invitait à regarder des dessins animés dans sa chambre quand Ron s'emparait de la télécommande. Mais elle n'était qu'une enfant. 2 ans, prise au piège d'un père qui distribuait son amour comme des rations, uniquement à ses proches. Le matin de mes 18 ans, je suis rentrée de mon service matinal à l'entrepôt et j'ai trouvé mon sac de sport près de la porte d'entrée, rempli de mes vêtements et d'un dossier de papier, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale. Ron était là, les bras croisés, le visage impassible. « Tu es adulte maintenant », a-t-il dit sans même lever les yeux de son journal. « Il est temps de te débrouiller seul. Ce n'est plus mon problème. » J'ai regardé ma mère dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les yeux rivés au sol. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ce silence m'a suivi jusqu'à la porte. Pendant plus de 10 ans, j'ai construit une vie qui n'appartenait qu'à moi. Les petits boulots à l'entrepôt se sont transformés en postes réguliers au centre de distribution, mes mains s'endurcissant à chaque carton soulevé. J'avais loué un petit appartement dans une résidence tranquille, je payais mes factures à temps, je m'étais persuadée que la solitude était une force. Je n'avais besoin de leur approbation. De celle de personne. Jusqu'à l'accident, les factures, ce bureau. Alors que Madame Torres raccrochait, son expression se transforma en un mélange de pitié et d'admiration, comme celle qu'on éprouve pour quelqu'un qui a survécu à une tempête inattendue. « Madame Arlon, dit-elle prudemment, veuillez rester assise. Mon supérieur arrive. » Ce qui suivit allait briser le mensonge dans lequel je vivais, révélant une vérité qui sommeillait dans l'ombre depuis toujours. Rétrospectivement, c'était le premier fil qui se détachait. L'instant où j'ai compris qu'apprendre que je n'étais pas de mon sang masquait quelque chose de bien plus profond. La boule dans ma poitrine se resserra tandis que les mots de Madame Torres résonnaient encore. Son regard oscillait entre moi et l'écran, comme si elle reconstituait un puzzle qu'elle n'avait pas demandé à résoudre. Le bourdonnement de la salle d'attente reprit, plus aigu cette fois. Le cliquetis des claviers, une toux lointaine, le grincement des chaises. Je me suis penchée en avant, la voix posée malgré mon pouls qui s'emballait. « Comment ça, je suis morte? Il y a forcément une erreur. » Elle secoua lentement la tête, ses lunettes à gros verres glissant sur son nez. Le système indique que ce numéro de sécurité sociale appartient à une enfant décédée dans un accident de chariot élévateur il y a des années, avec son père. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre sourd, réveillant en moi un profond trouble. Mon père était mort dans un accident d'entrepôt. Je l'avais toujours su, ou du moins je le croyais. J'aurais dû avoir 6 ans. Assez grande pour me souvenir de la façon dont ma mère m'avait serré dans ses bras aux funérailles, ses murmures me promettant que tout irait bien. Mais les détails s'estompaient maintenant, comme un rêve qui s'évanouit à l'aube. Madame Torres reprit son téléphone, murmurant quelque chose à propos du protocole, d'une voix basse et urgente. Un agent de sécurité près de la porte se redressa, la main suspendue près de son talkie-walkie, tandis que les autres personnes présentes dans la pièce jetaient des coups d'œil furtifs, oubliant momentanément leurs propres soucis. Vous connaissez peut-être cette sensation, ce moment où un fil se tend et où tout le tissu de votre vie se défait. C'est ce que j'ai ressenti, assise là, les mains meurtries se pliant et se dépliant sur mes genoux, suivant du doigt la coupure fraîche de l'accident sur le quai de chargement. J'avais toujours eu ce sentiment de ne pas être tout à fait à ma place, comme une ombre dans ma propre histoire. En grandissant dans cette maison de banlieue près de Kansas City, l'air était toujours lourd de règles tacites. La présence de Ron imprégnait chaque pièce. Ses bottes de travail près de la porte, un rappel constant de qui détenait les rênes. Il avait épousé ma mère à une époque où nous étions dans le besoin, après avoir enchaîné les appartements exigus, ses heures de serveuse couvrant à peine le loyer. Mais Ron avait ses propres blessures, je suppose. Son premier mariage s'était mal terminé, le laissant avec Madison et une rancœur tenace à l'idée de prendre des responsabilités supplémentaires. Il ne levait jamais la main, mais ses silences étaient plus lourds que des cris. À table, il laissait les meilleurs morceaux de viande à Madison, sans me regarder. Les liens du sang étaient plus forts que tout. Il le disait d'un ton désinvolte, comme si cela expliquait tout. Ma mère me jetait alors un coup d'œil, le visage empreint d'une excuse silencieuse, mais elle ne réagissait jamais. Un jour, alors que j'avais peut-être 10 ans,
Je l'ai trouvé dans la buanderie en train de plier mes chemises, les larmes aux yeux. « Tu es tout pour moi, Sophia », m'a-t-elle murmuré en me serrant contre elle. Mais même à cet instant, son étreinte semblait désespérée, comme si elle cherchait à se raccrocher à elle-même plutôt qu'à me réconforter. Madison essayait de combler le fossé à sa manière. Elle se glissait dans ma chambre après l'extinction des feux, me montrant son doudou préféré ou me chuchotant des histoires sous les couvertures. « Papa est juste grognon », disait-elle, sa petite main dans la mienne. Mais en grandissant, le fossé s'est creusé. Elle avait droit aux chaussons de danse, aux virées au centre commercial. Je faisais des petits boulots après l'école, économisant pour des choses que je n'aurais pas dû avoir à gagner. Ma grand-mère, Evelyne, se battait pour rester proche de moi, ses lettres arrivant comme des bouées de sauvetage, remplies d'histoires de mon père, de sa passion pour la mécanique, de mon sourire, hérité de lui. Mais Ron bloquait ses visites. Pas besoin d'aumône, grommelait-il. Elle doit comprendre que le monde ne lui doit rien. Au lycée, la maison me semblait une scène où je jouais l'étrangère. Ma mère se faisait plus discrète, ses rires plus rares, son regard fuyant le mien quand les remarques de Ron me blessaient profondément. La veille de mes 18 ans, je les ai entendues dans la cuisine. Sa voix suppliante était ferme. Je ne dois pas la porter éternellement. Le lendemain matin, mon sac m'attendait près de la porte. Ron ne s'est même pas levé. Il est temps de prendre son envol, a-t-il dit. Ma mère s'attardait dans le couloir, faisant tourner sa bague, son silence un dernier adieu. Madison nous observait depuis l'escalier. Son visage s'est crispé. Ce n'est pas juste, Sophia. Je l'ai serré rapidement dans mes bras en lui murmurant « Prends soin de toi ». J'étais partie avec la ferme intention de réussir, transformant ces petits boulots d'entrepôt en une fragile indépendance. Pas d'appel à la maison, pas de regret. Jusqu'à maintenant, dans ce bureau où l'indépendance s'est brisée sous le poids de la vérité. Madame Torres raccrocha, le visage blême. Mon superviseur arrive. Restez calme. Un homme en costume froissé, Monsieur David Ramirez, apparut et fixa l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent et se posèrent sur moi avec une reconnaissance qui me glaça le sang. Verrouillez tout, lui dit-il d'une voix calme. Plus d'appel jusqu'à nouvel ordre. Que se passe-t-il ? Demandai-je, élevant la voix juste assez pour attirer l'attention. Il m'examina, perdant son sang-froid. Mademoiselle Arlon. Ce numéro a été signalé il y a des années. Il appartient à une enfant de 3 ans décédée dans cet accident. Pas à une enfant de 6 ans comme vous vous en souvenez peut-être. La pièce tourna légèrement, mais j'avais 6 ans. Je me souviens de la pluie ce jour-là, de l'aspect du cercueil. Il secoua la tête. Les archives disent le contraire. Et Interpol est impliqué. Interpol. Ce mot me semblait étranger, comme s'il appartenait à une autre vie. Mon téléphone vibra dans mon sac, un numéro inconnu. Je le sortis, le texte s'affichant en lettres lumineuses. Restez où vous êtes. Ta vraie mère te cherche depuis des années. Agent Sarah Klein, FBI, personne disparue. J'ai eu le souffle coupé. Monsieur Ramirez était au téléphone, parlant à voix basse. Nous devons vérifier. Oui. L'enlèvement. Enlèvement. Ce mot résonnait en moi, ravivant des souvenirs qui me paraissaient soudain ténus, incertains. L'insistance de Ron sur le fait que je n'étais pas ta mère biologique, les 2 étreintes chaleureuses de ma mère, l'absence de photos de bébé. Tout a basculé comme des ombres révélant des formes dans l'obscurité. Si vous avez déjà ressenti une vérité enfouie juste sous la surface, prête à jaillir, vous comprendrez peut-être les battements de mon cœur à ce moment-là. Pas de peur à proprement parler, mais d'une douce illumination, celle qui survient quand la douleur commence à prendre un sens, aussi étrange soit-il. Ce message de l'agent Sarah Klein s'est gravé sur mon écran. Les mots « ta vraie mère » résonnant comme un murmure d'une vie que j'ignorais avoir perdue. Je l'ai montré à Monsieur Ramirez, la main ferme malgré les tremblements qui m'habitaient. Il lut le document, hocha la tête une fois, le visage figé dans une urgence contenue. Le FBI est déjà au courant, dit-il à voix basse. Cela correspond à une ancienne affaire d'enlèvement. Mademoiselle Arlon, ou qui que vous soyez, vous devez nous accompagner. L'agent de sécurité s'approcha, mais Monsieur Ramirez le repoussa d'un geste. Inutile. Elle n'est pas en danger. Je l'ai suivie dans une pièce à l'arrière. La porte se referma derrière nous,
étouffant le brouhaha de la salle d'attente. C'était un petit espace encombré de classeurs et éclairé par une ampoule vacillante. L'air était imprégné d'une odeur de vieux papier et de café rassis. Monsieur Ramirez tira une chaise en face de moi, son regard scrutant le mien. « Parlez-moi de vos premiers souvenirs », dit-il doucement, comme s'il manipulait un objet fragile. « Pas les histoires qu'on vous a racontées, mais ce que vous voyez réellement dans votre esprit. » Je fermai les yeux, tentant de percer le brouillard de mes souvenirs. Une cuisine ensoleillée aux rideaux fleuris. Ma mère fredonnant une berceuse en remuant du porridge. Le rire de mon père, grave et chaleureux, venait de la pièce d'à côté, mais à mesure que je me concentrais, les contours se brouillaient. Les rideaux étaient-ils jaunes ou bleus? Était-ce vraiment son rire, ou juste l'écho de mon imagination? Si vous avez déjà fouillé un souvenir pour le trouver mouvant comme du sable, vous reconnaîtrez peut-être ce malaise sourd. Cette façon qu'il a de vous amener à vous interroger non seulement sur le passé, mais aussi sur votre identité actuelle. C'est flou, ai-je admis en ouvrant les yeux. On a beaucoup déménagé quand j'étais petite, a dit ma mère. Après la mort de mon père, on n'arrivait pas à rester en place. Il s'est penché en avant. Mais tu avais 6 ans quand il est mort, n'est-ce pas? Pourquoi tous ces déménagements avant? L'incohérence m'a frappée. Puis une petite fissure s'est élargie. Je ne sais pas. Ça ne colle pas. Il a hoché lentement la tête. Les schémas, les détails vagues, l'identité empruntée. Ça indique quelque chose. Tu as peut-être été enlevé bébé, élevé sous un faux nom. Le mot « enlevé » s'est posé sur ma poitrine comme une pierre, lourde et froide. Enlevé, non pas par choix, mais volé. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, de façon intempestive et insistante. La distance immédiate de Ron, comme si je portais une tache indélébile. La façon dont il me regardait parfois, non pas avec colère, mais avec une pitié contenue. Les yeux de ma mère, toujours empreints de quelque chose que je prenais pour de la tristesse à cause de mon père. Maintenant, cela ressemblait à de la culpabilité. Profonde et profonde. Aucune photo d'avant mes 7 ans. Aucun album de bébé. Aucun récit de mes premiers pas. Pourquoi avait-elle fait ça? Murmurai-je plus pour moi-même que pour lui. Ma mère. Elle m'aimait à sa façon. Monsieur Ramirez jeta un coup d'œil à son téléphone. Le FBI l'a arrêtée. Elle vit sous une fausse identité dans l'Ouest. En garde à vue. La pièce me parut plus petite. Les murs m'oppressaient. Arrêtée pourquoi? Enlèvement, dit-il doucement. Depuis longtemps, sa vraie fille, celle dont vous connaissez l'identité, est morte jeune dans cet accident. Elle a pris un autre enfant pour combler le vide. Toi. La vérité m'a submergée par vagues, chacune plus froide que la précédente. Tous ces câlins qui s'éternisaient, ces murmures, tu es tout pour moi. Pas de l'amour, mais une revendication désespérée sur quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ron devait savoir que cela expliquait l'expulsion à 18 ans. La valise bouclée, comme une dernière effacement. Il l'a découvert quand j'avais 17 ans, confirma monsieur Ramirez en lisant un message, avoua-t-elle. Il a attendu que tu sois majeur, puis il a rompu les liens pour se protéger. Se protéger, pas moi. La colère montait lentement. Pas une flamme, mais une brûlure sourde. J'avais passé des années à croire que j'étais le problème. L'enfant de trop, celle qui n'était pas de mon sang. À construire des murs autour de mon cœur, à porter des cartons jusqu'à ce que mes mains saignent, juste pour prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Mais tout était bâti sur son mensonge. Son silence. Le visage de Madison me revint en mémoire. Ses petits gestes de gentillesse. La façon dont elle pleurait quand les mots de Ron la blessaient. Elle ne savait pas. Ou si elle l'a su plus tard, cela a dû la briser, elle aussi. Mon téléphone vibra de nouveau. Agent Klein. Nous sommes en route. Vos parents biologiques arrivent. Ils n'ont jamais cessé de vous chercher. Vos parents biologiques. Cette phrase me paraissait étrangère, comme essayer des vêtements qui ne m'allaient pas. Qui était-il? À quelle vie m'avait-on arraché? Je pensais à Evelyn, la grand-mère qui m'avait envoyé ces cartes, sa voix chaleureuse au téléphone. Elle avait aimé une version de moi qui n'était pas réelle, liée au nom d'une fille morte. Me reconnaîtrait-elle encore maintenant? Le doute tourbillonnait, mêlé à une douleur sourde.
Celle qui naît de la prise de conscience d'avoir été invisible, non seulement aux yeux des autres, mais aussi à ses propres yeux. Et si je ne me souvenais pas d'eux? Demandai-je à monsieur Ramirez, la voix à peine audible. Et si je n'étais pas celle qu'ils espéraient? Il marqua une pause, son expression s'adoucissant. Ils ont attendu si longtemps. Je pense qu'ils vous accepteront tel que vous êtes. Mais tandis que nous attendions les agents, le silence s'étira, empli de « et si ». Et si l'indépendance à laquelle je m'accrochais n'était qu'une armure contre une blessure dont j'ignorais l'existence? Et si appartenir à quelqu'un signifiait abandonner l'histoire que je me racontais? Que j'étais plus forte seule. Peut-être que vous. J'ai ressenti cette attirance, cette peur de m'ouvrir à la réalité après des années à tout garder pour moi. Elle m'habitait là, dans cette pièce sombre, tandis que la vérité s'intensifiait, non pas dans le drame, mais dans un calme plus douloureux que n'importe quel cri. Les heures se sont fondues dans le trajet jusqu'au bâtiment fédéral, les lumières de la ville défilant comme des souvenirs oubliés. L'agent Klein m'a accueilli dans une salle de conférence où flottait une odeur de dossiers neufs et de détermination. La quarantaine, elle avait une coupe au carré pragmatique et des yeux marqués par trop d'histoires brisées. « Sophia ou Ava Marie Thompson », a-t-elle dit en étalant des photos sur la table. « C'est votre vrai nom. » Née dans un hôpital près de Wichita, enlevée sur le parking d'un supermarché à 6 mois. Les images me fixaient du regard, un jeune couple berçant un bébé, leur sourire rempli d'une joie simple. Les yeux de la femme, verts comme les miens, avec cette même lueur dorée, exprimaient une chaleur inconnue. Votre mère, Rebecca, a été distraite un instant. Votre ravisseuse, Diane, a vu sa chance. Diane. Ce nom me paraissait lointain, comme un personnage d'une autre histoire. Elle a perdu sa propre fille. L'agent Klein a poursuivi. Elle a utilisé son identité pour vous. Elle a implanté de faux souvenirs jusqu'à ce que vous y croyiez. De faux souvenirs. La cuisine ensoleillée, les berceuses, tout s'est dissipé, me laissant comme à la dérive. Les mots de l'agent Klein résonnaient encore. Les photos sur la table étaient comme un pont vers un monde inconnu. Diane t'a emmené pour remplacer ce qu'elle avait perdu. Elle l'a dit d'un ton mesuré, comme si elle avait l'habitude de prononcer des vérités qui brisent des vies. Elle a inventé le reste. Les souvenirs, les dates, même ton âge à l'époque. Les enfants s'adaptent. Le cerveau comble les lacunes. J'ai pris la photo du jeune couple, Rebecca et Michael Thompson. Leur visage rayonnait d'un espoir qui reflétait l'éclat doré de ses yeux, si semblable au mien. Ils n'ont jamais cessé de chercher. Rebecca a créé un centre pour enfants disparus près d'Oklahoma City. Michael est mécanicien à la retraite. Ils ont un fils, Caleb, né après ta disparition. Les détails s'accumulaient, chacun étant un coup dur silencieux. Prise à 6 mois sur un parking près de Wichita. Diane distrait Rebecca avec une question sur le chemin, puis s'éclipse avec moi dans ses bras. Aucune caméra n'a capturé la scène clairement, juste une ombre granuleuse sur la bande. Diane nous avait éloignés pendant ces premières années, tissant son chagrin dans mon identité jusqu'à ce que le mensonge devienne notre réalité partagée. Ron le savait, ajouta l'agent Klein en sortant un autre dossier. Diane s'est effondrée un soir, quand tu avais 17 ans. Elle lui a tout raconté. Il a promis d'attendre tes 18 ans, puis s'est assuré que tu partes. Il pensait épargner les conséquences. M'épargner? L'ironie me tordait les entrailles. Toutes ces années à me sentir comme un fardeau, à prouver ma valeur à travers des mains calleuses et des nuits solitaires, bâties sur sa lâcheté, son désespoir. Il a dit que je n'étais pas de son sang. J'ai murmuré, les mots ayant un goût amer. Il s'avère que je n'étais pas de leur sang. L'agent Klein secoua la tête. Mais tu appartiens à quelqu'un. Les Thompson ont des photos comme preuve ADN. Un dossier épais comme un roman. Ils sont dans la pièce d'à côté. Mon souffle s'est coupé. Prête? Non, mais la barre était là, un courant silencieux m'attirant. Elle m'a conduite à la porte, sa main sur la poignée. Prends ton temps. La porte s'est ouverte, et ils étaient là. Rebecca, plus petite plus que je ne l'avais imaginé, ses yeux verts grands ouverts et humides. Michael était grand, la carrure solide, mais ses mains tremblaient nerveusement le long de son corps. Caleb, la trentaine, se tenait en retrait, une silhouette semblable à la mienne si je l'avais su. Une douceur plutôt qu'une arrêtée. Le temps sembla s'arrêter à ce seuil.
Le bourdonnement des néons de la pièce était le seul bruit. Rebecca porta la main à sa bouche, un sanglot lui échappant. « Ava » murmura-t-elle, un nom étranger et pourtant si juste, comme une clé qui tourne dans une serrure depuis longtemps verrouillée. Ma fille, elle s'approcha lentement, comme si je pouvais disparaître. Sa main tremblante effleura ma joue. « Tu as le sourire de ma mère, » dit-elle, sa voix se brisant en un rire mêlé de larmes. Michael bougea alors, les yeux rougis. « On n'a jamais abandonné, » dit-il d'une voix rauque, marquée par des années de mots retenus. « Pas un seul jour. » Je restais là, les cicatrices de l'entrepôt sur mes mains me semblant à nu, mon indépendance un bouclier fragile. « Je ne me souviens pas de toi, » dis-je doucement, la sincérité à vif. « Je suis désolée. » Rebecca secoua la tête, son contact persistant. « Tu n'es qu'un bébé. Nous n'avons pas besoin de souvenirs. On a besoin de toi. » Puis ses bras m'ont enlacé, doucement mais fermement, et quelque chose a changé en moi. Pas un flot, mais une lente fonte. Les bras de Michael nous ont entourés tous les deux, son menton posé sur ma tête. « Bienvenue à la maison, Ava. » Caleb s'est approché, son sourire hésitant. « J'ai parlé à ta photo toute ma vie, » a-t-il dit. « Je t'ai promis de t'apprendre à retaper de vieilles voitures comme papa. » L'étreinte s'est élargie, l'enveloppant lui aussi. Et pour la première fois, ce sentiment d'appartenance n'était plus quelque chose à gagner. Il était là, simplement, dans la chaleur de leur étreinte, leurs sanglots étouffés se mêlant aux miens. L'agent Klein observait depuis la porte, son hochement de tête une approbation silencieuse. Mais à mesure que l'instant s'étirait, d'autres vérités ont émergé. L'arrestation de Dian. 15 ans pour l'enlèvement, ses aveux dressant le portrait d'une femme brisée par la perte. Me voyant comme une seconde chance qu'elle lui avait volée. La mise à l'épreuve de Ron, sa pleine coopération, une tentative tardive de se racheter. Madison m'avait envoyé un message plus tôt, ces mots hésitants. J'ai vu les infos. Papa me l'a dit. Hier soir. Je suis tellement désolée, Sophia. Ava, on peut parler. Le renversement de situation m'a frappé de plein fouet, non pas par vengeance, mais par libération. La vie que j'avais construite en tant que Sophia, l'étrangère, s'est dissoute dans le rôle d'Ava, la fille tant désirée. Mes 47 $ n'avaient plus d'importance. La douleur à l'épaule s'est estompée. Ce qui comptait, c'était ce cercle de bras, la justice tranquille d'être acceptée sans condition. Si vous avez déjà été au bord du lâcher-prise, sentant l'appel d'une vérité plus forte que votre douleur, vous connaissez peut-être ce changement. La façon dont la colère s'adoucit pour laisser place à la clarté, l'isolement à une connexion silencieuse. Plus tard, alors que nous étions assis ensemble, les histoires jaillissant, les anniversaires annuels de Rebecca avec sa chaise vide, les virées nocturnes de Michael à la recherche d'indices, les promesses d'enfance de Caleb. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, pas parfaitement, mais suffisamment. Le point culminant n'était pas une confrontation. C'était ce renversement, ce passage intérieur du volé au trouvé, du insuffisant à l'irremplaçable. Des mois plus tard, je me tenais dans ce qui avait été ma chambre d'enfant, dans leur maison chaleureuse à la périphérie d'Oklahoma City. Rebecca, ma vraie mère l'avait préservée comme une promesse silencieuse. Le berceau avec sa couverture délavée, le mobile d'étoiles toujours suspendu au plafond, les petits vêtements pliés dans le tiroir comme s'ils m'attendaient à tout moment. Je ne pouvais pas m'en séparer, dit-elle depuis l'embrasure de la porte, sa voix empreinte du poids des années. Michael voulait repeindre après 10 ans, mais le cœur d'une mère sait. La maison était à 1000 lieues de l'atmosphère tendue de la banlieue de Ron. Une lumière chaude jaillissait de la cuisine. Les murs étaient tapissés de photos, dont des croquis de mon évolution à chaque étape importante de ma vie. Ils avaient fêté mon anniversaire chaque année avec un gâteau et une chaise vide à table. Rebecca allumait les bougies tandis que Michael racontait des histoires de ce qui aurait pu être. Caleb avait grandi avec mon absence comme un frère de l'ombre, se confiant à ma photo sur ses amours de jeunesse et ses rêves. « J'ai toujours pensé que je t'apprendrais à conduire une boîte manuelle, » dit-il maintenant en souriant, tandis que nous travaillions côte à côte dans son atelier. Il m'a embauché sans hésiter, me faisant passer pour une experte. Des promesses fraternelles transformées en projets de week-end, la restauration d'un vieux camion avec Michael, des barbecues en famille où les rires fusaient. Personne ne s'intéressait aux liens du sang, nous étions simplement là. La vérité de Diane avait été la plus difficile à garder. Condamnée pour l'enlèvement, elle s'était effondrée au tribunal,
décrivant le brouillard du chagrin après la perte de sa fille, m'ayant aperçu sur ce parking, faisant un choix qui avait résonné à travers les vies comme des ondulations sur l'eau. Elle avait enfoui la réalité si profondément qu'elle-même croyait à moitié que j'étais sa fille. Ron s'en est tiré à bon compte avec une mise à l'épreuve, ses aveux tardifs relevant davantage de l'instinct de survie que du remords. Madison et moi nous sommes retrouvés dans un café tranquille à mi-chemin entre nous, ses yeux rougis. « Je ne savais pas », dit-elle en remuant son café sans cesse. « Mais ça explique tellement de choses. La distance, les secrets. Nous naviguons sur un terrain incertain. Comme des sœurs qui reconstituent un passé commun mais fragmenté. Les actes de sa mère sont une ombre que nous portons toutes les deux. Evelyn est partie en voiture quand la nouvelle est tombée. Son vieux break s'est arrêté à l'improviste. ADN, ça ne change rien, a-t-elle dit au Thompson autour d'un thé au salon. J'aime cette fille depuis des années. Elle est donc aussi la mienne. Ils l'ont accueillie sans hésiter, l'intégrant à leurs fêtes et à leurs appels. Maintenant, j'ai des grands-mères qui échangent recettes et anecdotes, leur chaleur apaisante comme une bombe sur de vieilles blessures. Les Thompson ne m'ont pas seulement donné une famille, ils m'ont donné un but. Le centre Rebecca pour les enfants disparus, né de ces recherches incessantes, est aussi devenu mon travail. Je partage mon histoire lors d'événements, et je vois les visages s'illuminer d'un espoir fragile. Nous avons réuni des familles, et chacune d'elles a guéri une part de moi. La justice tranquille de transformer sa douleur en force. Ces 47 $ du bureau d'aide sociale sont encadrés sur mon bureau, un petit rappel que les moments les plus difficiles peuvent nous relever. L'indemnisation pour ma blessure a financé de nouveaux équipements de recherche, un clin d'œil silencieux à la façon dont les épreuves mènent à la reconstruction. L'étude du dossier a apporté sa propre clarté. Le supermarché avait des pistes qui se sont perdues. Un témoin qui a vu Diane mais qui est resté silencieux. Un agent de sécurité qui a remarqué la voiture mais qui ne l'a pas signalée. Une seule voix aurait pu tout changer. Aujourd'hui, je dis à mon public, faites confiance à votre instinct quand quelque chose cloche. Vous pourriez être le lien qui ramène quelqu'un à la maison. J'ai longtemps vécu comme Sophia Grace Arlon, cette fille à qui l'on disait qu'elle n'avait aucune valeur, forgeant sa propre existence dans la solitude et les cicatrices. Mais en tant qu'Ava Marie Thompson, j'ai découvert que j'étais tout pour ceux qui n'avaient jamais cessé de me soutenir. La trahison qui m'a façonnée est devenue le chemin vers cette clarté, non pas une conquête. La résilience par la libération. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous avez emprunté un chemin similaire, ou ce qui a été pris vous ramène à ce qui vous a toujours appartenu. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.